Salut, c'est Dr Love. Comment ça va mes enfants? Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 22. Ça veut dire quoi? Hashtag demandanade 22, 22 pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que tu ne connais toujours pas le principe des ça veut dire quoi hashtag demandanade, je t'explique tout de suite. Tu me racontes ton problème de cœur sur Instagram et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Tu verras, toutes les questions sont numérotées, c'est pour te permettre de réagir, que tu sois d'accord avec moi, que tu aies une petite nuance à rajouter ou au contraire que tu sois tout à fait pas d'accord avec moi, ce n'est pas français, ou que tu aies juste envie de donner ton avis en fait. N'hésite pas à le dire dans les commentaires tout en restant poli, bienveillant et surtout en précisant le numéro de la question, sinon on ne saura pas de quoi tu parles. Tout ceci étant dit, merci d'avoir été encore une fois très nombreux à réagir sur Instagram à mon appel d'histoire. On va voir ça tout de suite. On commence avec Lucie, c'est un prénom d'emprunt parce qu'elle m'a dit de surtout pas dire son prénom. En gros, elle avait rencontré un mec en Espagne pendant qu'elle était en couple et puis maintenant elle est plus en couple et sauf que cette année elle va pas en Espagne. Donc voilà l'histoire. Cette année je ne suis plus en couple et j'ai envoyé un message à ce garçon il y a 2 mois pour avoir des nouvelles comme à chaque fois et puis depuis on n'a jamais arrêté de se parler. Sauf que cet été je n'irai pas en Espagne donc on ne se verra pas. On se parle vraiment bien, on s'est même appelé plusieurs fois en vidéo, ça a duré plusieurs heures. On rigole beaucoup, le feeling passe bien. On se plaît du peu qu'on se connaît et on se l'est avoué donc jusque là c'était dommage qu'on n'habite pas dans le même pays. Oui, effectivement, c'est dommage. Mais il a décidé de se déplacer cette fois-ci pour venir me voir, entre parenthèses, bien avant qu'on se l'avoue. Oui, enfin, c'est parce qu'il te kiffait déjà, hein, t'inquiète pas. Début septembre, il va partir en vacances avec des potes et il va faire un gros détour pour pouvoir passer quelques jours chez moi avec ses amis. Ok, plutôt cool. Jusque là, on va dire que tout va bien et que ça peut être sympa de se revoir. Oui, effectivement. Venons-en au fait. J'ai eu peur que ce soit un connard de première, alors en parlant, je lui ai bien fait comprendre que s'il venait, il fallait pas qu'il s'attende à ce qu'il se passe quelque chose de sexuel entre nous. Du coup, il est bien au courant et il m'a dit que ce n'était pas du tout ce qu'il attendait de moi. J'ai aussi précisé qu'il fallait qu'il sache qu'on n'est pas sûr de se plaire quand on sera l'un en face de l'autre aussi, parce qu'il commençait à s'emballer. Oui, bah ça c'est le problème, hein. Les relations à distance tu t'emballes et puis... Mais il m'a dit qu'il ne se passerait rien, ce n'était pas grave car on était amis avant tout et on se serait drôle de se revoir. Sans que je lui dise quoi que ce soit, il m'a dit que si jamais il commençait quelque chose avec une autre fille, il me tiendrait au courant et il m'a demandé de faire de même. Ah oui, donc c'est quand même ambigu, juste ami, mon cul hein. J'aimerais beaucoup le revoir, seulement j'ai souvent du mal à me laisser aller et je me pose beaucoup de questions. Putain, vous êtes tellement nombreux à me dire ça, j'ai du mal à me laisser aller. Je me demande si ça vaut le coup de parler autant à un garçon que je ne verrai que quelques jours. J'ai pas peur que ça me fasse du mal, mais que se parler autant et continuer ce jeu de séduction n'ait aucun sens. J'ai l'impression de beaucoup plus voir la réalité en face que lui, entre parenthèses genre on se connaît pas beaucoup, on habite loin, etc. Mais quand j'en parle avec mes amis, il y a ceux qui disent que ça peut être sympa de se revoir et que je devrais juste kiffer peu importe ce qu'il se passe, et d'autres qui comme moi ne voient pas l'intérêt de parler plusieurs mois à un garçon que je n'ai vu qu'une fois dans ma vie pour au final ne se voir que quelques jours. Merci d'avance si tu me réponds, hashtag demandanade. Ma chère Lucie de prénom d'emprunt. Alors déjà elle est bien compliquée ton histoire. Donc je vais commencer par la fin de ta question où tu dis que tu vois pas forcément l'intérêt de parler avec ce mec si c'est pour le voir quelques jours. Bah dans ce cas pourquoi tu le fais? J'ai envie de te dire. Pourquoi tu le fais? Et bah moi je vais te le dire. Tu fais ça, tu parles à ce mec là parce que ça te fait vibrer. Parce que tu le kiffes, parce que tu le trouves beau, parce que vous avez des bons échanges, parce que tu retrouves un soutien chez lui, parce que c'est agréable tout simplement pour toi de discuter avec ce mec là et tu passes du bon temps à le faire et t'as envie de continuer à le faire. Donc à partir de là, t'as aucune raison de te priver de parler à quelqu'un avec qui tu aimes bien parler. Tout ça parce que ça ne mène à rien, blablabla. Si ça mène à quelque chose, il est là pour toi, vous discutez ensemble, j'imagine que tu lui racontes sa vie, c'est plus ou moins ton confident en fait. Alors virtuel, mais c'est quand même ton confident. Donc moi je trouve pas que ça mène à rien. En plus, il va faire un détour pour venir te voir, donc ça mène pas du tout à rien. Même si vous voyez 3 jours, ça aura mené à quelque chose. Vous aurez passé 3 jours super cool. Et quoi qu'il se passe, je vois dans ton message, tu me dis oui, je lui ai bien prévenu que on n'allait pas coucher ensemble, qu'il allait rien se passer de sexuel entre nous. Mais quand bien même il se passe un truc sexuel entre vous, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça va pas faire de toi une fille facile de coucher avec un mec à qui tu te confies depuis 8 mois. Au contraire, t'auras vécu le truc à fond, tu vois. Alors je te dis pas qu'il faut absolument coucher avec lui pour vivre le truc à fond. Faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de coucher ensemble, vous couchez ensemble. Si vous avez pas envie, vous couchez pas ensemble. Et puis encore une fois, effectivement, comme tu le dis, si ça se trouve, vous allez pas du tout vous plaire. Mais bon, puisque tu l'as déjà vu plusieurs fois en Espagne et que tu sais qu'il te plaît, bon, à mon sens, oui, il va te plaire. Et oui, il va se passer quelque chose, je pense, hein. Lucie, je trouve que tu te prends beaucoup trop la tête en fait, à se demander le comment, du pourquoi, mais est-ce que ça a un sens de faire ceci, de faire cela? Coupe le contact un petit peu 3 secondes. Il y a peu de questions qu'il faut se poser dans ces cas-là. Est-ce que je kiffe ou pas? La réponse est oui. Et ben continue de kiffer. Il va venir, continue de kiffer. Te mets pas des barrières de je te préviens, il se passera rien entre nous. Pourquoi? Pourquoi nous les meufs on est obligé de se mettre des barrières de merde comme ça de je te préviens, il se passera rien entre nous? Parce qu'on se sent souillé quand on fait l'amour avec un mec? Mais il faut arrêter. C'est pas parce que tu couches avec ce mec là et même si tu le revois plus jamais que tu seras une pute ou une traînée ou une j'en sais rien. Kiffe ton moment. Si t'as envie de coucher avec ce mec quand tu le verras, et ben tu couches avec lui. Et si t'as pas envie de le toucher avec un bâton, tu le touches pas avec un bâton. Mais juste il faut
faut qu'on arrête, nous les nanas, de nous mettre des barrières comme ça qui sont inutiles de je te préviens, il se passera rien de sexuel. On s'en fout en fait. À partir du moment où t'es en face de quelqu'un qui te plaît, enfin c'est pas grave de coucher avec quoi. Au contraire, c'est plutôt cool. Donc voilà, je voulais juste parler de cette affaire de barrière déjà. Tu te prends trop la tête. Sur le pourquoi du comment, tu te prends trop la tête aussi. Ça sert à rien de parler avec quelqu'un si c'est pour passer ton temps à cogiter, à te dire mais est-ce que ça nous mène quelque part ou pas cette histoire. On s'en fout, tu kiffes, il est gentil avec toi, t'es gentil avec lui. Vous allez vous voir, vous allez passer quelques jours intenses et c'est le feu en fait. On vit pour ça, on vit pour ce genre de moment. Donc ne t'en prive pas, ne t'en prive pas. Laisse-le venir. En plus il va venir avec ses potes parce qu'il viendrait tout seul. Je comprendrais que tu sois un petit peu gêné et tout. Là il vient avec des potes, donc vous serez pas tout seul. Ça va être un moment sympa où vous serez en communauté et puis vous vivrez votre petite histoire avec tout ça. Putain mais laisse-toi vibrer quoi. Laisse-toi vivre un peu. Profite. Je reçois trop de messages de jeunes gens. C'est les jeunes qui se prennent la tête en mode non mais je ne sais pas, j'ai peur de souffrir, blablabla. Putain mais au moins si tu souffres derrière ça voudra dire que t'as vécu un truc de ouf avant. Et il faut pas avoir peur de vivre des trucs cool par peur de souffrir. Sinon on ne vit plus, on arrête de vivre, on traverse plus la route de peur de se faire écraser. Tu vois ce que je veux dire? Donc je ne sais plus ce que je disais parce que je viens de téléphoner pendant une demi-heure. Mais profite ma chère Lucie parce que on a qu'une vie, on ne vit qu'une fois. Et ce serait bien dommage de passer à côté de sa vie parce qu'on se pose des questions de merde de est-ce que ça vaut le coup ou pas? À partir du moment où t'es lancé dans ton truc, fais ton truc à fond, quitte à te planter. Au moins ça te fera de l'expérience. Il faut vivre sa vie à fond, on le dit tout le temps. Mais c'est pas des phrases en l'air, il faut vivre à fond. Profite. Et encore une fois, ce mec là, s'il se pointe chez toi et que t'as pas envie de le voir, et ben t'as qu'à lui dire de se barrer. Et si tu le kiffes, si tu trouves qu'il est beau et que t'as envie de sortir avec lui pendant 3 jours, et même si t'as envie de croire à une relation à distance alors qu'il habite en Espagne et toi en France, et ben fais-toi kiffer. Fais-toi kiffer, ça ne sera que de l'expérience en plus, ça ne sera que du vécu en plus, et ça fait du bien. On est heureux comme ça. Courage. Une histoire un petit peu tristoun. Salut Nad, j'ai 24 ans et je suis en couple depuis 1 an. Tout se passait merveilleusement bien, seulement voilà, depuis 3 mois j'ai appris que j'étais malade et le parcours pour trouver le bon traitement est long. Ma bichette. Je t'envoie tout mon soutien et tout mon amour. Mon copain est adorable mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas gérer la maladie. À chaque fois que je lui fais part de mes douleurs, il répond par une blague pour dédramatiser et donc j'ai l'impression de n'être jamais prise au sérieux et ça me fait mal. Ça va moins bien entre nous à cause de ça parce qu'il ne retrouve plus la personne très enjouée que j'étais. Du coup, d'un côté j'essaie de moins lui montrer quand ça ne va pas pour ne pas lui transmettre du négatif, mais de l'autre côté, jouer un rôle n'est pas facile et va à l'encontre de la sincérité qu'on s'est promise de respecter dans notre couple. Comment faire pour éviter que des problèmes personnels apportent du négatif à la personne qu'on aime et à la vie de couple? Demande à Nad. Alors mon petit, déjà encore une fois, je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive parce que je sais d'expérience que c'est pas facile à vivre. Donc courage. Maintenant tu me dis que ton copain, à chaque fois que tu parles de ton mal ou quoi que ce soit, il sait pas gérer la maladie, il répond par une blague, etc. J'entends que ce qui t'arrive est grave. Enfin, tu me précises pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est grave si ça met du temps pour trouver le bon traitement, etc. Donc je comprends que tu sois assez centré sur toi et que tu sois triste pour toi-même, que tu aies peur pour ta vie, j'imagine. Ou... Mais est-ce que tu t'es mise à la place de ton copain quelques secondes? Sans vouloir me faire l'avocat du diable, ton copain, il vient d'apprendre que la nana dont il est amoureux depuis 1 an, elle est malade. Elle a quelque chose de grave. Donc forcément, je sais pas, tu me dis vous avez 24 ans, bon vous êtes assez jeune, c'est difficile d'apprendre que la personne dont on est amoureux a une maladie grave et qui doit être traitée et qu'on trouve toujours pas le bon traitement. Et donc, j'imagine qu'il a peur pour ta vie, parce que toi tu as peur pour la tienne, mais lui aussi, il a peur pour ta vie et il a peur de se retrouver sans toi. J'imagine qu'il doit avoir peur de ce qui va t'arriver. Donc quand tu lui dis que t'as mal, quand tu lui dis des choses comme ça, j'imagine que lui, au lieu de te dire oh ma pauvre chérie, où est-ce que t'as mal, ça lui fait peur en fait. Ça doit lui faire peur quand tu lui dis que t'as mal. Il doit se rendre compte que c'est grave, encore plus grave que ce qu'il ose croire, ce qui t'arrive. Et donc il dédramatise, il fait une blague et il essaie de passer à autre chose parce que je pense que c'est un sujet qui lui fait peur aussi. Moi mon conseil dans ces cas-là, parce que manifestement vous manquez clairement d'un manque de communication, parlez-vous. Dis-lui très très délicatement, dis-lui écoute, quand je te parle de mon mal, j'ai besoin d'avoir une oreille attentive parce que c'est important pour moi de te parler de ce qui va pas. Et lui, je suis convaincue qu'en retour il va te dire écoute, moi ça me fait flipper quand tu me dis que t'as mal. C'est sûr et certain. Peut-être qu'il en a même pas conscience, tu sais. Mais c'est normal. Enfin, moi je m'imagine la personne que j'aime qui tombe gravement malade et qui me dit j'ai mal, mais ça me fait peur. J'aurais envie de pleurer à chaque fois qu'il me dit qu'il a mal, tu vois. Et je pense que c'est son cas à lui. Et lui, pour justement te pas montrer qu'il a peur ou qu'il est triste, et ben il te fait une blague. Je pense que c'est ça en fait. Hein. C'est juste une barrière pour pas te flipper encore plus. Parlez-en. Évidemment, ta maladie c'est quelque chose de nouveau dans votre vie de couple. C'est pas facile à vivre. Et surtout, vous savez pas où ça va vous mener. Mais si vous voulez continuer à être un couple uni, surtout que tu me dis que tout se passait bien avant qu'on découvre ta maladie, etc. Discutez. Parle-lui de ce que tu ressens, parle-lui de ce dont tu as besoin et surtout, demande-lui ce dont il a besoin lui aussi. Parce que évidemment, c'est toi qui es malade, c'est toi qui as besoin de prendre un traitement, etc. Mais il existe dans cette histoire, c'est ton amoureux, c'est ton binôme et tu es son binôme. Et s'il t'arrive quelque chose, et ben forcément ça lui arrive aussi. Donc discutez et je suis convaincue que ça va vous aider à aller de l'avant. Mais autorise-lui à parler de ses peurs aussi parce que je pense que il doit se dire lui putain bah c'est elle qui est malade donc il faut que je l'aide elle, il faut que je la fasse sourire elle et puis moi
moi j'ai pas besoin de dire les choses, moi il faut que je me retienne. Je pense que vous êtes dans la même situation tous les deux. Vous osez pas dire les choses, vous osez pas montrer les choses. Montrez-vous les choses. Vous êtes triste, vous avez peur, tous les deux, et c'est normal, c'est ce qui arrive quand quelqu'un est malade. Communiquez. Ah, mon sujet de prédilection qui m'énerve le plus au monde. Putain, encore une. Coucou Nad, il y a pas longtemps j'ai fait ma première fois avec un garçon. Je tiens à préciser que je vais bientôt avoir 16 ans et mes parents ont très mal réagi. Ils ont exercé une telle pression que j'ai quitté mon copain tellement je n'en pouvais plus de ma vie de prisonnière. Ma mère sur un coup de colère m'a même dit: tu n'es qu'une salope à écarter les jambes comme tu l'as fait. Putain, mais il y a des parents, ils sont pas bien dans leur tête, hein. Je suis désolée ma belle, mais tes parents ils ont un grain. Elle s'est excusée tout de suite après, putain j'ose espérer qu'elle s'est excusée, mais je ne lui ai toujours pas pardonné ni même oublié. Tu m'étonnes. Du coup maintenant ils m'ont bien fait comprendre que je ne monterai plus jamais avec un mec dans ma chambre, et bien évidemment ils ne voudront pas non plus que j'aille chez un éventuel prochain petit copain. Qu'en penses-tu? Dois-je leur parler pour leur dire que j'ai la maturité nécessaire? Comment dois-je réagir face à cela? Hashtag demande à Nad numéro 22. Putain, je suis tellement énervée quand je vois ce genre d'histoire de parents qui ne supportent pas que leur fille ait une vie sexuelle. Par contre leur fils c'est: ah bravo mon fils, bravo, tu as fait ta première fois. Et la fille c'est: tu es une salope. Putain de bordel de merde, tu n'es pas une salope. Et d'ailleurs putain, mais comment elle t'a créé ta mère? Elle a pas écarté les jambes elle aussi? Donc ça fait d'elle une salope alors? Écarter les jambes c'est être une salope? Ça me rend dingue putain, mais vous vous rendez compte, ce sont nos propres parents qui nous exercent une putain de pression morale et psychologique pour pas qu'on fasse l'amour. Mais c'est quoi leur putain de problème? Est-ce que c'est pas en faisant l'amour qu'ils nous ont créé? Mais c'est quoi pourquoi les gens sont cons comme ça? Excuse-moi hein. Excuse-moi, j'ai même pas ton prénom. Mais tes parents, ils sont tarés. Enfin, ils ont un problème en fait. Ils ont un problème avec la sexualité. Alors qu'ils ne veuillent pas que tu fasses l'amour sous leur toit. Bon, j'ai un peu du mal avec cette idée-là, mais après tout, pourquoi pas? Que ça les gêne que tu fasses l'amour sous leur toit. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? Est-ce que c'est... Ça me laisse sans voix parce que évidemment t'as une vie sexuelle. Enfin bon, t'as 15 ans, alors peut-être qu'ils vont juger ça un peu jeune. Mais est-ce qu'ils préféreraient que tu fasses ta première fois quand t'auras 38 ans? Là tu seras plus heureuse. Mais ils sont complètement out of the way tes parents en fait. Ils ont rien compris à la vie ou quoi? Et puis eux quand ils avaient ton âge, ils faisaient quoi? Bon déjà ta mère, elle a clairement un problème, hein. Te traiter de salope comme ça, non mais elle est complètement malade. Je pense que au détour d'une prochaine engueulade, tu peux lui dire qu'elle aussi c'était une salope de t'avoir créé. Dans ce cas, ça lui remettra peut-être un peu les idées en place. Tu te prendras une claque, mais au moins ça lui remettra les idées en place. Effectivement, si tu penses avoir le calme nécessaire pour discuter avec tes parents, essaye. Explique-leur que oui, t'as 15 ans, pour eux c'est jeune, mais que toi dans ta tête tu te sens mature, que si t'as fait ta première fois, de toute façon il fallait bien la faire un jour, et que c'est pas à eux de décider en fait. Mais j'ai l'impression d'avoir répondu déjà 1000 fois à cette question. Tes parents ils ont un grain avec la vie sexuelle, ils se sont imaginés que leur fille elle allait rester nonne toute leur vie. Malheureusement, je pense que le mieux que t'as à faire c'est de pas leur en parler. Voilà, tout simplement. Ça sert à rien, qu'est-ce qu'ils vont te dire tes parents? Ils vont te dire que t'es une traînée encore, ils vont t'interdire de sortir. Non bah tu vas faire comme tous les adolescents qui se respectent, tu vas leur dire je vais chez une copine, et puis en fait t'iras dormir chez ton mec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tes parents ils cherchent les problèmes en te faisant ça, en t'interdisant d'avoir une vie amoureuse, une vie sexuelle. C'est quoi ce délire? C'est pas leur problème, c'est pas leur vie à eux. Tu sais, souvent les ados ils disent c'est ma vie, c'est ce que je veux. Bah ouais en fait c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Alors bien entendu tu es encore mineur, donc tu es sous la responsabilité de tes parents, évidemment. Donc en soi si tes parents ils te disent non tu vas pas chez un mec, en principe tu ne vas pas chez un mec. Mais la vérité c'est quoi? C'est que maintenant on est dans une société où les enfants sont rois, ils font ce qu'ils veulent, et évidemment qu'à 15 ans tu vas pas empêcher ta fille d'avoir un amoureux. Et de toute façon t'as déjà fait ta première fois, c'est bon, c'est consommé maintenant hein. T'es plus vierge, et puis c'est tout. Et puis qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, on va pas aller sabrer une bouteille de champagne parce que t'as fait ta première fois, et à l'inverse on va pas aller te mettre en prison parce que t'as fait ta première fois. Tu n'as rien fait de mal, c'est naturel, et encore une fois, pour te créer, tes parents, ta maman elle a écarté les jambes elle aussi, et ton papa il a mis son zizi dans ta maman aussi. Donc il faut arrêter d'être complètement débile avec ça. La vie sexuelle des jeunes c'est normal, putain. Donc je t'en prie, si ce n'est pas le cas encore, déculpabilise-toi. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien fait de dégueulasse, tu n'es pas une salope, tu n'es pas une traînée. Et écarter les jambes, eh ben c'est l'expression la plus dégueulasse qui soit, parce que faire l'amour c'est pas écarter les jambes. Enfin j'aimerais bien lui dire à cette dame, j'aimerais bien lui dire à ta mère, pardon madame, mais faire l'amour c'est pas écarter les jambes. Faire l'amour c'est faire l'amour justement. Et votre fille, madame, elle a fait sa première fois parce qu'elle avait envie de le faire avec son amoureux. Et putain, qu'ils aient exercé une pression pareille sur toi pour que tu te sépares de ton mec. Mais c'est quoi leur idée du coup? Parce que évidemment que tu vas aller coucher avec un autre mec plus tard. Donc il aurait mieux valu que tu gardes le même. Comme ça, bah le mal était fait de toute façon. Je suis désolée, il y a un truc qui tourne pas rond chez tes parents. Moi ça m'énerve. Je sais pas comment je serai avec mes propres enfants, mais j'ose espérer que je serai pas débile à ce point parce que vraiment ça me donne envie de vomir ce qui t'arrive. Et j'espère que tu gardes en tête que tu n'es pas une salope et que tu n'as rien fait de mal, parce que vraiment on ne culpabilise
culpabilise que les jeunes filles. Bizarrement. Un mec, on n'irait pas lui dire que c'est un gigolo parce qu'il a fait sa première fois, même s'il avait 13 ans. Alors pourquoi toi, à 15 ans, on vient de traiter de salope? Non, je suis pas d'accord. Si tu as le besoin d'en parler à tes parents, évidemment, parle-en avec tes parents, puisque c'est la question que tu me poses. Paf. Mais moi, si j'étais toi, je romprais le contact. À ce sujet-là, j'entends. Clairement, ils sont pas aptes à écouter quoi que ce soit là-dessus, tes parents. Ils ont pas l'esprit ouvert. Ils ont pas l'esprit tout court, en fait, sur ce sujet-là. Donc, à mon sens, il vaut mieux que tu laisses tomber. Cultive ton jardin secret. Ne leur dis plus rien sur ta vie sexuelle. Ne leur dis plus rien sur ta vie amoureuse. Ils sont pas prêts à l'entendre. Je sais pas d'où ils sortent tes parents. Ils sortent d'une caverne, mais ils sont pas prêts à l'entendre. Donc, garde tout ça pour toi. Garde tout ça pour toi et tes copines. Si t'as besoin de voir un médecin, si t'as besoin de prendre la pilule, si t'as besoin de capote, va dans un planning familial. J'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo sexe ado, ce que tu dois savoir. Mais ouais, ne parle plus jamais de ça avec tes parents en fait, parce qu'ils sont complètement à l'ouest. Je suis désolée pour toi et encore une fois courage, et je te le rappelle, tu n'es pas une salope. On continue avec un problème de parents, et je n'ai jamais eu ce type d'histoire sur Demande à Nad. Bonjour Nad, j'ai rencontré un garçon qui me plaît, mais le problème c'est qu'il est arabe et moi chrétienne. Alors, être arabe, ce n'est pas une religion, mais bon, on a compris. Mais mes parents n'aiment pas trop cette religion par rapport à comment ils traitent la femme. Entre parenthèses, ce n'est pas du racisme, mon père me laisse les voir. Voilà, je ne sais pas trop comment faire, j'ai peur, aide-moi. Alors remettons les choses en place, j'imagine que ce garçon qui te plaît est musulman et toi chrétienne, parce que soit tu dis il est arabe et je suis française, soit tu dis il est musulman et je suis chrétienne, mais tu peux pas dire il est arabe et je suis chrétienne, ça marche pas. Être arabe n'est pas une religion. Du coup, écoute, l'avis de tes parents sur la religion musulmane leur est propre. Ils estiment que la femme est maltraitée dans la religion musulmane, ben libre à eux de penser ça. Il n'est écrit nulle part dans le Coran que les musulmans battent leurs femmes ou quoi que ce soit. Alors effectivement, dans le Coran, la femme doit être voilée. Au-delà de ça, il n'y a pas beaucoup de différence de traitement entre les femmes chrétiennes et les femmes musulmanes, il me semble, j'ose espérer. On est malgré tout au 21e siècle et dans tous les cas, quelle que soit la religion, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta façon de penser, on ne maltraite pas les femmes, on ne maltraite pas les hommes et les femmes sont égaux. Voilà, égaux en droit. Donc Héloïse, tu me dis que bon, tes parents ils ont un problème avec la religion musulmane parce que eux-mêmes sont chrétiens. Très bien. Malheureusement, les guerres de religion, ça a ruiné des générations et des générations. Il y a des gens qui sont morts à cause des guerres de religion, donc c'est un éternel débat, c'est sans fin et je vais évidemment pas prendre position. Ce que je pense, c'est que bon, puisque ton père te laisse voir ces gens-là, ça veut dire qu'il a pas tant de problèmes que ça avec eux. Et puis, j'ose espérer pour toi que l'amour que tu portes à ce garçon, si d'ailleurs vous sortez ensemble, parce que pour l'instant ça a l'air d'être que ton crush, hein, donc tu te prends déjà la tête 10 trains en avance, mais bon, j'ose espérer que ton père et ta mère, une fois qu'ils te verront en couple avec ce garçon, n'iront pas te faire chier parce qu'il est musulman et que toi tu es chrétienne. À mon sens, si tu veux être la plus maligne possible, le mieux à faire c'est ramène ce mec là de temps en temps chez toi et montre à tes parents qu'il est hyper sympa et qu'il est très cool et qu'il n'y a pas de problème et qu'il va pas mal te traiter en fait. Ne pas avoir la même religion, ça veut pas dire que tout va mal se passer. Il suffit juste d'être ouvert d'esprit. Comme les parents de la petite juste avant, il suffit juste d'être un tout petit peu ouvert d'esprit et de s'adapter à son temps. Non, on ne peut pas forcer les gens à être chrétiens, musulmans, bouddhistes ou que sais-je. Chacun a sa religion, chacun a sa façon de penser et laissons-nous tranquilles les uns les autres en fait. Ce n'est pas parce que tu as une religion différente de la mienne qu'on peut pas être heureux et amoureux. C'est juste une façon différente de penser. Parallèlement, si ma couleur préférée c'est le rose et que toi ta couleur préférée c'est le bleu, ça nous empêchera pas de nous aimer. Et ben là c'est pareil. C'est juste une opinion, c'est juste une façon de penser, c'est juste une foi différente et ça n'empêche personne de cohabiter. Donc ne t'inquiète pas. Et le moment venu, tu pourras commencer à essayer de raisonner tes parents, mais je m'inquiète pas trop pour toi. Allez, une histoire à distance, puisque vous aimez tellement ça. C'est incroyable le nombre d'histoires à distance que je reçois. C'est Juliette qui me raconte: j'avais déjà besoin de tes conseils il y a quelques mois lorsque je cherchais des solutions pour attirer l'attention de mon crush. Finalement, j'ai réussi mon affaire après quelques galères et nous sommes actuellement en couple. Bravo! Je suis très heureuse et je l'aime à la folie. Seul problème, nous nous sommes rencontrés à Hong Kong dans le cadre d'un échange universitaire et monsieur est rentré en France, alors que moi, je reste sur place 6 mois de plus. Aïe aïe aïe. Je n'ai jamais été en relation longue distance et je suis complètement déprimée à l'idée de ne plus le voir aussi longtemps. Tu m'étonnes. Ma plus grande peur est qu'il m'oublie ou qu'il passe à autre chose. Aurais-tu des conseils pour entretenir la flamme et faire tenir le couple malgré la distance? Car j'ai très peur qu'il ait raison de nous et ce serait la pire chose. Bisous Nad et merci pour tout. Demande à Nad. Ma chère Juliette, déjà je suis ravie pour toi que tu aies réussi à aller vers ton crush et que vous soyez désormais ensemble. C'est une très très bonne nouvelle. Bon, maintenant d'après ce que j'ai compris, il est rentré en France et toi tu es toujours à Hong Kong. La vérité c'est que si vous êtes fait pour être ensemble, vous tiendrez 6 mois. Si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous ne tiendrez pas 6 mois. 6 mois c'est très très long et c'est un très gros test pour votre couple qui m'a l'air d'être assez frais. Mais bon, peut-être que vous allez réussir à vous attendre. Moi je suis convaincue que ne pas se voir pendant 6 mois entiers, bon, c'est presque impossible de faire tenir. Il faudrait que l'un de vous réussisse à faire 1 ou 2 allers-retours ou que, je sais pas moi, dans 2 mois tu fais un aller-retour, 2 mois après lui fait un aller-retour, histoire que vous voyez un petit peu parce que effectivement tu peux pas tenir à pas se voir pendant 6 mois. Le but d'un couple c'est quand même d'être ensemble, hein. Alors oui, un couple à distance ça peut tenir, mais sur une courte période, sur des années, ou créer carrément une relation à distance, je n'arrête pas de le dire,
dire je n'y crois pas, ça ne fonctionne pas. Enfin, le but d'un couple c'est d'être ensemble. Donc ma chère Juliette, tu me demandes si j'ai des conseils pour faire en sorte que votre couple dure. Déjà je disais se voir minimum tous les 2 mois et pas se voir 2 jours, hein. Se voir au moins 10 jours parce que c'est très important. La distance c'est long, c'est éprouvant et il faut avoir ces récompenses là. Tu sais, t'as la carotte de allez, plus que 5 semaines, plus que 4 semaines, plus que 3 semaines et après vous vous voyez, là vous kiffez et vous êtes heureux. Donc voilà, se voir minimum tous les 2 mois, au moins 10 jours, ça c'est sûr. Et puis se faire un maximum de FaceTime, essayer de faire des activités en même temps. C'est-à-dire que par exemple, bon bah tu peux pas te lever contre ton mec en regardant le même film, mais tu peux le regarder en même temps. Tu sais, tu lances les films en même temps et puis vous regardez le film en même temps, puis vous restez au téléphone ou en FaceTime en même temps, comme ça bah c'est comme si vous regardiez le film en même temps. Vous pouvez lire le même livre et puis comme ça vous pouvez parler de la même histoire, se raconter ses journées aussi, c'est important, se raconter ses petites histoires parce que il faut laisser l'autre rentrer dans sa vie. Étant donné qu'il est pas là, il faut qu'il puisse avoir une façon de savoir ce qui se passe dans ta vie. Donc donnez-vous des petits rendez-vous, je sais pas moi, une heure fétiche à laquelle vous aimez bien vous appeler, envoyez-vous des messages. En fait tout simplement il faut laisser l'autre rentrer un maximum dans ta vie parce que étant donné qu'il n'est pas présent physiquement, et ben virtuellement au moins il faut qu'il soit là. Donc ouais, il faut cultiver un maximum la communication, que ce soit des textos, des appels, des visios, des lettres écrites, c'est hyper romantique. Et puis faire des activités ensemble en même temps, écouter les mêmes musiques. Je laisse libre cours à ton imagination sur ce genre de choses. J'ai fait une vidéo sur les relations à distance si jamais ça peut t'intéresser. Maintenant, seul l'avenir te dira si ça fonctionnera ou pas, si vous tiendrez ou pas. Et parfois même c'est le pire. Tu tiens les 6 mois et puis quand tu rentres, ben tu te rends compte que ça va plus parce que vous avez évolué de façon différente. Et puis ben il y en a un qui est allé plus vite que l'autre et puis ben on est perdu et puis ça fonctionne plus. Chaque histoire est différente là-dessus. Je croise les doigts évidemment pour vous pour que ça fonctionne, mais surtout discutez-en. Pose-lui des questions à ce sujet-là. Sois sûr qu'il attend la même chose que toi et qu'il veut la même chose que toi. Parce que si toi tu veux attendre 6 mois pour habiter avec lui derrière, etc., alors que lui il est en mode oui, dans 6 mois, avec toutes ses voisines de classe, ça va pas être la même chose, ça va pas être la même limonade, comme dirait l'autre. Donc communiquez, soyez bien sûr que vous voulez la même chose. Mais bon, tu me dis que tu l'aimes à la folie, donc j'ose espérer que c'est pareil de l'autre côté et que vous voulez la même chose tous les deux. Et puis à partir du moment où vous voyez plus, ben il faut entretenir tous les jours cette relation à distance. Et malgré tout, fais attention parce qu'il te reste 6 mois à Hong Kong. Être à Hong Kong pendant 6 mois, c'est une expérience de fou. Et le problème, c'est que quand t'es en relation à distance et que tu veux bien faire les choses, tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone parce que tu passes beaucoup de temps à appeler ton mec, à écrire des messages, à envoyer des photos, blablabla. Et du coup, tu passes un petit peu à côté de l'expérience à Hong Kong parce que en étant sur ton téléphone, ben tu profites pas de ce qu'il y a autour. Donc à toi de voir comment tu te sens avec cette expérience-là, à toi de voir ce que tu es prête à donner et à faire. Et puis hésite pas à me raconter la suite de l'histoire dans 6 mois si vous êtes toujours ensemble et si ça se passe bien quand vous vous retrouvez. Je croise les doigts pour vous. Alors on va se mettre un petit exercice, un petit jeu entre nous là, les abonnés de luxe qui regardent la vidéo. Je vais lire l'histoire de cette jeune fille. À partir du moment où tu sais ce que je vais répondre, tu mets pause, tu postes le commentaire et après tu regardes ma réponse. Je suis à peu près sûre que 100% d'entre vous auront deviné ma réponse. Salut Nad, je voudrais avoir tes conseils et celui des autres abonnés. Ah bah voilà, comme ça vous allez donner les conseils. Car depuis 6 mois, je suis en plein doute sur mes sentiments par rapport à un de mes potes de la fac. Mais également, je m'interroge énormément sur son comportement envers moi. En effet, nous avons toujours eu une relation très ambiguë depuis que l'on se connaît et même lorsqu'il était en couple. Et en parallèle, il me pique des crises de jalousie dès qu'il apprend qu'un mec me drague et encore plus lorsqu'il entend que je trouve d'autres mecs mignons. Demande à Nad. PS, j'adore tes vidéos et merci d'être aussi cool et bienveillante. Merci à toi. Bon mon petit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah il est amoureux de toi ce garçon. Enfin, t'as tous les signaux qui sont en vert, tu sais. Tout à l'heure je discutais avec un abonné de Diamant qui me dit ah mais qu'est-ce qui te fait penser que je peux foncer? Je lui dis bah croisant mon expérience, tous les signaux sont au vert. À partir du moment où il y a un mec qui te pique des crises de jalousie quand tu dis que d'autres mecs sont mignons et qu'il a un comportement ambigu avec toi, ça veut dire wouh je te kiffe. Allô les enfants, que vous n'ayez pas confiance en vous. Je comprends que tu n'aies pas confiance en toi qui regarde cette vidéo en ce moment. Je comprends que tu aies du mal à croire que ton crush soit également intéressé par toi. Je comprends parce que parfois on se dit ah mais non mais c'est trop beau pour être vrai. Mais les gars, il y a un moment faut pas non plus nier l'évidence. Un mec ou une meuf qui est à fond sur toi, bah il ou elle est à fond sur toi et puis c'est tout. Et il faut en profiter encore plus si c'est ton crush. Là dans cette histoire, les gars, on est quand même d'accord que le mec est à fond sur elle. Il tape des crises de jalousie quand elle dit qu'un mec est beau. Il est ambigu avec elle. Y a pas besoin de plus pour deviner qu'il est à fond sur elle. Alors maintenant derrière il faut voir ce qu'il veut, s'il est prêt à s'engager, blablabla. Mais ce qui est sûr c'est qu'il est à fond sur elle et qu'il ose pas lui dire parce qu'ils sont potes. La fameuse barrière du meilleur ami, tu sais. Non mais j'ai peur de la perdre si je lui dis mes vrais sentiments. Il y a un moment faut passer la seconde. Alors, bon bah j'imagine que tous les commentaires vont dans le sens de ce que je viens de dire, hein. Il est à fond sur toi et discutez-en en fait. Si tu te poses des questions sur ses sentiments, bah pose-lui la question en fait. Dis-lui mais excuse-moi hein, mais tu fais des crises de jalousie à chaque fois que je dis qu'un mec est mignon. T'es un peu ambigu avec moi. Là il va dire mais non n'importe quoi, je suis pas ambigu. Là tu dis arrête, t'es ambigu avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me kiffes? Et il y a un moment, mets-le à l'aise en fait. Si tu lui poses la question clairement, dis-moi est-ce que tu me kiffes ou pas? Bah il y a un moment, t'as pas d'autre choix que de répondre la vérité. Bon, et puis bah si tu le kiffes aussi, bah Mazel Tov, vous sortez
sortez ensemble. Et si tu le kiffes pas, et ben dis-lui écoute, je suis désolée, je suis pas intéressée. Mais au moins que vous soyez fixés l'un et l'autre, parce que effectivement, si tu le kiffes pas, bon bah lui il va peut-être falloir qu'il prenne un peu ses distances. Et puis bah si tu le kiffes, et ben y a là, j'ai envie de dire, vous sortez ensemble et puis vous êtes les plus heureux du monde, tu vois. En fait, laissez planer le doute, laissez planer les ambiguïtés, c'est la meilleure façon de finir par s'engueuler derrière. Parce qu'en fait, on nourrit des sentiments, on est là plein de sous-entendus, on croit se comprendre, mais en fait on se comprend pas. Et puis au bout d'un moment, il y en a un des deux qui, se lassant, trouve quelqu'un d'autre. Et puis alors là, l'autre fait la gueule, et puis alors là, c'est le chambardement. Dites-vous les choses, dites-vous les choses. Dans la vie, il faut dire les choses, crever les abcès, c'est ce qui rend le plus heureux, d'accord? Donc dis-le lui à ton pote de fac là qui est ambigu avec toi, que tu le trouves ambigu, crève l'abcès, pose-lui la question et puis après tu vois, ok? Allez, on prend son courage à deux mains les gars, il faut poser des questions dans la vie. On termine avec une histoire un peu vénère. Salut Nad, avec mon copain on est ensemble depuis 8 mois. On a déjà traversé pas mal de choses, je suis tombée enceinte et j'ai eu recours à une IVG. Il était avec moi du début à la fin, puis quelques mois après j'ai fait une dépression suite à cela. Et j'ai été hospitalisée une semaine où il était encore là, bref, il me soutient et m'aime beaucoup. Bon, ça c'est cool. Le problème c'est que je dépends totalement de lui, je n'arrive pas à être sans lui, à passer des journées sans lui parler ou le voir, car en plus de ça je n'ai pas d'amis avec qui sortir dehors. Du coup ça cause beaucoup de disputes, car quand il sort avec ses amis je réagis mal, je pleure très souvent face à cette solitude. De ce fait, dois-je mettre un terme à cette relation où je suis trop attachée, ou y a-t-il une solution? Merci pour tout ce que tu fais, #demande à Nad. Oh ma belle, c'est pas facile comme histoire. Bon bah déjà je suis désolée pour ce qui t'est arrivé, mais je suis contente que tu sois avec quelqu'un qui te respecte et qui te soutienne parce que c'est vraiment le plus important. Donc bon, t'as fait une IVG, t'as fait une dépression suite à ça, je comprends, c'est un passage très difficile dans la vie d'une femme lorsque ça lui arrive. Donc déjà juste pour ça je t'envoie tout mon soutien et tout mon amour parce que je sais que c'est pas évident. Maintenant tu me dis que tu sors avec ce garçon et que t'es complètement en dépendance affective avec lui. Je comprends que tu sois en dépendance affective. Si tu me dis que t'as pas d'amis, que vous avez traversé cette période très difficile, qu'il était là, tu t'es complètement accroché à lui et du coup t'es complètement focus sur lui. Ce qui fait que à chaque fois qu'il part voir ses copains, parce que lui il a pas arrêté de vivre contrairement à toi, il a toujours des copains, il continue de faire sa vie normalement, et ben toi tu vois rouge. Ça ne fait pas de toi une tarée, je te rassure. T'es juste complètement en dépendance affective et la bonne nouvelle c'est que ça se soigne. Ça se soigne en apprenant petit à petit à passer du temps sans ton mec, en te rendant compte que ça peut te faire du bien aussi de faire des petites choses de ton côté. Ça peut faire du bien de se séparer quelques heures dans la journée, voire même parfois quelques jours pour mieux se retrouver derrière. Alors j'ai bon dos de dire ça parce que moi-même lorsque je suis en couple, j'ai tendance à être un petit peu comme ça. J'ai tendance à vouloir rester collée, je suis très à fond et dès que l'autre part, je suis quand est-ce qu'on se retrouve? Mais c'est vrai que de la même façon que ce que tu devrais faire, j'apprends petit à petit à me dire bon bah allez, c'est pas grave, on va mieux se retrouver et maintenant je me rends compte que même ça me fait du bien parfois de me retrouver un petit peu toute seule. Et c'est là que toi il va falloir que tu réussisses à aller. Alors je te cache pas que le chemin est long pour arriver jusque là. Surtout si en plus encore une fois, bon t'as eu ce traumatisme de l'IVG, il était là pour toi donc vraiment c'est ton rock ce mec là. Mais qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que ton mec, c'est pas parce qu'il va s'amuser avec ses copains qu'il ne t'aime plus ou qu'il va partir. Vous avez vécu des épreuves difficiles ensemble. Bon, cette IVG, ta dépression, il est toujours là, il continue de te soutenir. Donc c'est la preuve qu'il va pas partir, tu vois, il est là dans le meilleur et dans le pire. Il est là dans le pire et il ne s'en va pas. Il faut que tu gardes ça à l'esprit et il faut que tu t'en rappelles pour justement lui laisser de la liberté. Parce que pour le coup, si tu le prives de sa liberté, il va finir par partir. Personne n'aime rester en cage, personne n'aime rester enfermé quelque part sous le joug de quelqu'un. Et même s'il t'aime plus que tout, si tu le prives de sa liberté, il aura envie de partir. Donc en fait c'est antinomique ce que tu fais parce que tu fais des crises quand il s'en va, ça l'empêche pas de partir, tu fais des crises et même ça va lui donner envie de partir. Donc apprends à en discuter posément avec lui, c'est-à-dire que quand il doit partir voir ses copains, apprends à lui dire très calmement putain ça me fait du mal là que tu partes, je sais que c'est normal que tu partes mais voilà j'ai besoin que tu me rassures. Apprends à lui demander de te rassurer avant qu'il parte pour justement te donner un gros bagouze d'amour le temps qu'il parte et que tu puisses t'en nourrir jusqu'à ce qu'il revienne. N'hésite pas non plus à aller voir un psy pour parler de ça parce que ça fait du bien, tu sais, de discuter de la raison pour laquelle tu as cette dépendance affective là. C'est sans doute encore une fois lié à cette IVG que tu as faite mais aussi à d'autres choses parce qu'il n'y a pas non plus que ça dans ta vie. C'est une épreuve difficile mais ça m'étonnerait que ce soit uniquement à cause de ça que tu sois en dépendance affective. Donc n'hésite pas à en parler, je te dis, à un professionnel parce que ça peut te faire du bien, ça peut te libérer de beaucoup de choses. Et ouais, avec ton mec, essaie vraiment d'en parler. Si tu as cette volonté d'arrêter d'être dans la dépendance affective et de vivre mieux la solitude, et ben tu ne peux que réussir à t'en sortir. Et aussi et surtout, de toute façon, la meilleure façon de vivre l'absence de ton mec, ben retrouve-toi des amis. Tu me dis que t'as aucun ami avec qui sortir. Essaie de réélargir ton cercle social. Alors ça se fait pas en 2 jours évidemment, mais c'est la clé pour toi. T'as absolument besoin d'avoir une vie sociale hors de ton mec parce que comme ça, au lieu de t'accrocher uniquement à ce rock dont on parlait, bah tu vas pouvoir répartir les poids entre des copines, des copains, des connaissances de boulot, des connaissances d'activités extrascolaires ou extra boulot. Enfin tu vois, avoir une vie sociale, ça permet de pas mettre tout le même poids sur la même personne et puis ça fait du bien. Courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi #demande à Nad numéro 22. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a appris des choses et surtout j'espère que ça t'a aidé à y voir un tout petit peu plus clair dans ta vie. Si c'est le cas, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment. Tu cliques sur le pouce bleu, c'est hyper important parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail donc merci infiniment si tu cliques sur le pouce bleu. C'est à peu
ferait aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Pareil, tu le fais maintenant, tu cliques sur s'abonner, tu cliques, vas-y, et tu cliques sur la cloche, comme ça tu auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça c'est très important. Bien entendu, si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire ou en me posant une question, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras, je fais toujours des stories où je dis quelle vidéo je suis en train de préparer et selon le type de vidéo que je prépare, soit je mets une boîte à questions, soit tu peux me raconter ton histoire directement en message privé comme pour les ça veut dire quoi ou les Problexo. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, c'est 5 € par mois. Bien entendu, il n'y a aucune obligation. En tout cas, on est tous réunis dans un groupe Facebook sur lequel on discute, on fait des live Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant et aussi et surtout si tu veux me parler de ton problème de cœur directement, tu peux le faire parce que je t'aurais ajouté en ami sur Facebook pour t'ajouter au groupe des abonnés de diamant et donc tu pourras me raconter ton histoire de cœur sur Messenger. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir rejoindre les abonnés de diamant, ils sont tous très sympas, il y a eu une super ambiance sur le groupe. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.